La France devra peut-être bientôt ne compter que sur elle-même face aux menaces mondiales. Donald Trump promet une rupture radicale dans le fonctionnement de l'OTAN et refuse de payer pour la défense du vieux continent. Il est légitime que les Européens se prennent en main, estime Sébastien Lecornu, le ministre des Armées aujourd'hui dans le JDD. Il défend un réinvestissement historique pour nous préparer aux guerres de demain. Seule puissance nucléaire de l'Union européenne, la France devra-t-elle protéger ses voisins? L'armée française est-elle prête à la guerre? C'est le thème du grand dossier ce soir. Depuis Budapest, au sommet de la communauté politique européenne, Emmanuel Macron a justement appelé au réveil stratégique de l'Europe. Il y a le fait qu'il y a eu un réveil stratégique que nous devons assumer de nous, Européens. On n'a pas à déléguer pour l'éternité notre sécurité aux Américains. Pour comprendre ce qui se joue, accueillons dans le grand dossier ce soir le général Dominique Delord. Bonsoir. Bonsoir. Ancien chef du Centre opérationnel interarmées, auteur de 2031, Les batailles de la présidente, aux éditions Le Sémaphore. Accueillons également Marc Semo. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste spécialisé dans les questions internationales, collaborateur au Monde et à Challenge. Nicolas Tenzer, bonjour. Bonsoir. Enseignant à Sciences Po, auteur du blog politique international Tenzer Stratégie, auteur de Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique aux éditions de l'Observatoire. Vincent Crouzet, bonsoir. Bonsoir, expert en renseignement, auteur de Comment vivre dans un monde en guerre. C'est votre dernier livre aux éditions La Jeunesse Martinière. Et Aline Lobaye-Crémer, bonsoir. Ravie de vous retrouver. Vous êtes journaliste et cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. Avant de répondre à la question « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» Kadi, bonsoir, vous nous avez rejoint. Avions de chasse, chars, nombre de militaires. Quel est l'arsenal militaire français ? Alors, depuis la guerre en Ukraine, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose légitimement. C'est une crainte d'ailleurs réelle. Alors, j'ai mené un peu ma petite enquête chez la Grande Muette. L'armée française, regardez, en 2024, c'est ça. 200 000 soldats, l'âge moyen 32 ans. Alors, comparé à la Russie, ça ne pèse pas très lourd, vous allez comprendre, regardez bien. 200 000 soldats donc en France, 900 000 pour la Russie, un peu plus d'1 300 000 du côté des Américains. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, les chars, voilà pour ce qui est de l'équipement. Justement, je m'y suis attardée un petit peu, ce sont des sources du ministère de la Défense. 222 chars de combat, d'après le ministère de la Défense, donc en 2024. Pour ce qui est de la marine cette fois, elle dispose de 69 bâtiments de combat et de soutien, dont 5 sous-marins nucléaires d'attaque. Et concernant l'armée de l'air et de l'espace, on peut compter sur 196 avions de combat, dont 97 Rafales. Si on se penche sur les dernières statistiques, Marie-Aline, de Global Firepower, c'est une référence, c'est le classement des forces militaires mondiales, on peut s'interroger, regardez, la France a d'ailleurs perdu plusieurs places, elle est aujourd'hui 11e, derrière le Royaume-Uni et l'Italie. Je vous ai mis les 3 premiers, États-Unis, Russie, Chine, 6e le Royaume-Uni, 10e l'Italie, 11e la France. On est donc derrière l'Italie, on est derrière l'Italie. Générale. Alors, l'an dernier, la loi de programmation militaire 2024-2030 a alloué, rappelez-vous, 413 milliards d'euros sur les 7 prochaines années. C'est une hausse de 40% par rapport à la loi de programmation militaire précédente. Emmanuel Macron s'en était expliqué. Il a souvent reparlé de cette loi de programmation militaire. C'était en janvier 2023, lors des vœux aux armées. Écoutez. Mais je souhaite ici conforter l'assurance de chacun, de nos forces, de tout un peuple, que face aux métamorphoses de la guerre, la France dispose et disposera d'armées prêtes au péril du siècle. Nous devons donc avoir une guerre d'avance. Justement, Kadi, puisqu'on fait l'état des lieux, où sont déployés précisément les soldats français à travers le monde? Alors, on appelle ça les OPEX, dans le jargon militaire. Elles sont relativement minimes en Europe. Regardez cette carte, principalement pour l'armée de terre. C'est notamment le cas en Estonie, au sein de la mission Lynx, ou en tant que nation cadre, comme en Roumanie, vous voyez sur ces images, la mission Aigle. C'était le 28 février 2022, 4 jours après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, avec le fameux bataillon fer de lance de la force de réaction rapide de l'OTAN. Écoutez justement l'émotion de ce colonel qui témoignait au tout premier jour de la guerre. C'est une vraie intensité de voir nos soldats partir. Une vraie émotion aussi, parce que ce sont un peu nos protégés, nos enfants, les soldats qui nous ont été confiés. Ils sont prêts, ils sont parfaitement prêts. C'est rare de voir cette émotion, effectivement, chez ces hommes. 1000 soldats présents également
au Tchad. Nous sommes en Afrique cette fois-ci. L'armée française au Tchad, c'est une vieille et longue histoire. La France dispose de 4 bases militaires permanentes en Afrique, au Sénégal, à Djibouti, en Côte d'Ivoire, des éléments français également au Gabon. Au Moyen-Orient, on a l'opération Chamal qui apporte un soutien militaire aux forces armées irakiennes qui combattent contre Daesh. N'oublions pas également, on en a parlé récemment, Marie-Aline, la FINUL, avec donc au Liban, et puis les forces françaises aux Émirats Arabes Unis dans le cadre d'un partenariat stratégique signé en 2008 avec les Émirats. Merci beaucoup, Kadi, pour ces informations, cet état des lieux concernant les moyens de l'armée française et le déploiement des soldats à travers le monde. Général, au vu de ce qui a été dit, l'armée française est-elle prête, assez armée pour une guerre de haute intensité? C'est le risque qui pèse sur nous, qui pèse sur l'Europe depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Vous savez, les trois questions, les 3 premières questions que pourrait poser un chef d'état-major des armées au président, c'est contre qui? Une guerre contre qui? Avec qui? Combien de temps? Et lui, il répondrait, bon, écoutez, dites-moi aussi combien ça coûterait cette guerre-là, et puis quels seraient les risques pour nos hommes, et quelles seraient les conséquences pour nos forces. Alors, vous voyez ce dialogue-là, il est en fait celui qui conditionne toute la préparation d'un modèle de défense. Donc, manifestement, depuis les 30 dernières années, nous étions plus orientés à aller chasser le terroriste dans ses bases, essayer de le contenir au loin, plutôt qu'à se préparer à une guerre à haute intensité. Alors, néanmoins, il y a quand même le chef d'état-major des armées qui, depuis plusieurs années, et même avant la guerre d'Ukraine, s'est engagé en utilisant ce vocable de la guerre haute intensité. C'est-à-dire que lui a eu la perception que l'on revenait à un affrontement avec des empires qui allaient contester et que cette contestation pouvait amener la confrontation. Donc il fallait se réarmer. Alors effectivement, il y a des LPM. Enfin, les LPM... Pour ceux qui sont des habitués du budget, et vous voyez combien est difficile loi de programmation militaire. Des budgets, les lois de programmation militaire. On vous annonce un très bel objectif. Généralement... Oui, Sébastien Lecornu parle d'un budget de 50 milliards l'an prochain pour les armées, 68 milliards en 2030. Alors, c'est des sommes très importantes. Enfin, ça nous amène à 2% du PNB. Ça nous amène à un budget qui est de toute façon inférieur au coût de notre propre dette. Ça nous amène à, si vous voulez, à avoir un budget militaire qui est à peu près 15 ou 17 fois inférieur aux dépenses sociales. Je dis ça pour relativiser quand même, parce que ça paraît énorme. Il faut rajouter également que doivent être intégrés dans toutes ces dépenses tout ce qui est nécessaire au maintien et à la modernisation de notre dissuasion nucléaire. Ce qui fait qu'on aboutit à ce que vous dites, c'est-à-dire une armée... taillé pour des objectifs qui pourraient ne pas être celui qu'on pourrait rencontrer en Europe. Donc, à votre réponse, je vous dis, si vous me dites qu'il faut aller faire contre la Russie, là, je vous déconseille. Si vous me dites que tous les Européens mettraient des forces, je dirais c'est déjà un peu mieux, sachant que côté européen, la situation est plus mauvaise que chez nous. Et sans faire un cocorico particulier, d'ailleurs. La situation est très mauvaise chez les Européens. Je sais bien chez nos amis allemands, nos amis italiens font des efforts, mais enfin, je trouve un peu excessif peut-être le classement qui a été donné à nos amis italiens. Parce que être derrière l'Angleterre notamment, qui est en grande difficulté en ce moment... Les Anglais aussi ont d'énormes problèmes et ils ont des trous capacitaires qui sont en train de combler, ce qui les amène à faire des efforts. Mais enfin, ils sont aux alentours de 2%, ou un peu plus de 2%, un peu mieux que nous. Globalement, les Européens traînent aux alentours. Les Allemands sont à 1,5%. Donc on a des niveaux de dépenses qui peuvent paraître importants quand on est en paix, pas quand on peut affronter une guerre possible. Vous voyez, c'est là. Alors donc, cette armée française, elle a été taillée et construite correctement. Elle est belle, elle est prête, mais elle est petite. Voilà. Marc Semo. Oui, alors, pour enchère sur ce que dit le général, le journaliste défense Jean-Dominique Merchet, qui est un habitué de ces plateaux, faisait le calcul que l'armée française telle qu'elle est pourrait tenir 80 km de front en Ukraine.
c'est-à-dire pas grand-chose dans la mesure où le front ukrainien, c'est 1000 km. Alors, le problème de l'armée française, c'est à la fois au sein de l'Europe, la seule qui a une véritable expérience opérationnelle, et notamment des opérations extérieures. Avec les Britanniques, mais ils ont quitté l'Union européenne. Le problème de l'armée française aussi, comme vous le disiez, faire la guerre avec qui, contre qui et pourquoi. Le problème, c'est qu'on a gardé ce que les techniciens appellent une armée échantillonnaire, ou on pourrait dire plus méchamment une armée bonsaï. C'est-à-dire, elle a des capacités sur tout. On est les seuls en Europe, aussi bien le nucléaire, le spatial, le cyber, tout ce qui est possible d'imaginer. On est aussi dans l'Indo-Pacifique, etc. On a tout, mais en tout petit. Et on est plutôt bon, d'ailleurs, dans chacune des choses que l'on fait, mais en tout petit. Donc, dans un monde en train de basculer, où il y a ce retour de la guerre de haute intensité en Europe, évidemment, cela interroge profondément le modèle que nous avons. En même temps, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut sacrifier tout le reste pour maintenant faire de la masse, aussi bien en termes de matériel que de soldats, parce que le cas de l'Ukraine, pour nous, est quand même assez différent. C'est-à-dire, on n'est pas limitrophe de la Russie, on est une puissance nucléaire, et on est membre de l'OTAN. Mais c'est évident que la donne telle qu'elle est en train de se dessiner, avec le risque, et je terminerai là-dessus, d'un retrait relatif des Américains de l'OTAN. Les techniciens, on y reviendra. On y reviendra. Voilà, le retrait pur et simple est peu probable, mais c'est vrai que dans la mesure où l'article 5, celui de la solidarité, celui du 1 pour tous, tous pour un, ne signifie pas nécessairement que l'on doit intervenir. Il faut aider le pays attaqué. Et à partir du moment où un président américain commence à laisser un doute là-dessus, et c'est ce qu'a fait Donald Trump au-delà même de ses provocations verbales, c'est évident que ça nous pose le problème de devoir peut-être, nous, parce que les Américains ne le feront peut-être pas, devoir défendre la Lituanie, l'Estonie ou la Roumanie. Sur LCI, justement, Pierre Lellouche, ancien ministre en charge des affaires européennes, sonne l'alerte sur le modèle de l'armée française. Écoutons-le. Depuis 30 ans, le modèle de l'armée française a été d'arrêter le service militaire, d'arrêter les forces de manœuvre en Europe et de faire une espèce d'armée échantillonnaire, professionnelle, destinée au conflit extérieur. Donc la première chose qu'on doit faire, nous Français, c'est de repenser l'articulation entre notre défense conventionnelle, celle de notre territoire, et les armes nucléaires. Il ne suffit pas d'avoir des armes nucléaires pour empêcher la guerre. C'est ça la première leçon. Et c'est une leçon extrêmement coûteuse. Ça veut dire que nos pays doivent réarmer, se doter à nouveau d'armées capables de résister à un éventuel envahisseur. Il y a 1 million d'hommes en armes en Ukraine en ce moment. 1 million d'hommes. Et vous avez une vraie guerre conventionnelle de haute intensité à laquelle nous ne sommes pas préparés. La France aujourd'hui, c'est moins de 60 canons. C'est 200 chars. Ce n'est pas assez. Faut-il repenser l'armée française, général, avant d'écouter Nicolas Tenzer? Oui, je pense que c'est hautement raisonnable. Je veux dire que là, il faut revenir à des choses simples. Si on ne veut pas être attaqué, il faut être fort. Si les Européens ne veulent pas être attaqués, ils doivent être forts. Si les Européens veulent pouvoir soutenir un ami très cher, il faut être fort également. Donc il est évident qu'il faut reprendre tout ça réellement. Ça fait 2 ans et demi qu'on a une guerre à nos portes. Et on soutient nos amis ukrainiens autant que l'on peut. Mais effectivement, si en plus les Américains montrent du détachement par rapport à ce conflit, les Européens seront totalement incapables de suppléer l'absence américaine. Donc oui, il y a manifestement un effort. Alors, l'orientation, elle est bien comprise. D'ailleurs, le président l'a dit, quand il parle de passer du statut d'herbivore au carnivore. Voilà, d'herbivore. Non, pas de carnivore. Non, de devenir omnivore. Il a dit omnivore. Mais enfin, les incisives et les canines méritent d'être dopées, quoi. Donc, il est incontestable que là, il faut passer de la vision juste à l'action réelle, quoi. Et l'action réelle, c'est de convaincre le Parlement, et on sait que c'est pas si évident que ça, et l'opinion publique, que peut-être il faut faire des efforts pour avoir cette sécurité. Sinon, on va se retrouver dans la même position qu'on a connue dans les années 30. Dans les années 30, il y avait effectivement l'espérance que la guerre ne reviendrait pas, mais on voyait un monstre qui montait, et puis on était plus préoccupé par
assez logiquement. Il y a eu des bienfaits dans la logique sociale qui a conduit à un certain nombre de réformes dans les années 30. Mais pendant ce temps-là, on a considéré qu'en construisant un mur pas tout à fait complet d'ailleurs, ça pourrait suffire. Donc là, on a quand même des exemples dans l'histoire qui montrent qu'il faut se prendre en main. Mais justement, est-ce que ce n'est pas exactement ce qui se passe en ce moment? La France, les Européens sont préoccupés par leur crise intérieure et ne se rendent pas compte du danger à leur porte. C'est ce que disait le général Yakovlev sur LCI. Alors, je pense que les Européens, c'est assez curieux, c'est une forme de, de dissonance cognitive. D'un côté, ils disent depuis, en tout cas le 24 février 2022, c'était évident bien avant, puisque la guerre russe contre l'Ukraine a commencé il y a bientôt 11 ans, il ne faut pas l'oublier. Avant, il y avait la Géorgie en 2008. Donc, ils ont conscience que ce danger est en train de monter. Ils disent, voilà, faisons quelque chose, réarmons-nous. La question d'un retour au pouvoir de Donald Trump, c'est quelque chose qui agite quand même les chancelleries diplomatiques depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche le 20 janvier 2021. Et même d'ailleurs avec le président Biden, quand on voyait l'aide extrêmement mesurée finalement qu'il a donnée à l'Ukraine et les mesures qui empêchent aujourd'hui les Ukrainiens de frapper avec les armes américaine, avec des composants américains le territoire russe, était également une source d'alerte. Beaucoup également se disaient, mais finalement, si un jour la Russie en vient à attaquer, par exemple, l'Estonie ou la Finlande, par exemple, est-ce que nous serions capables d'envoyer des troupes si les Américains n'envoient pas des troupes de leur côté? Ce sont des questions anciennes. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Il se passe à peu près rien, sauf dans certains pays comme la Pologne, qui est passé à 4% du PIB consacré à la défense. C'est le cas également à peu près des pays baltes, de plus en plus d'ailleurs aussi des pays nordiques, Danemark, Norvège, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui est quand même un contributeur important, également Suède, Finlande. Mais on est quand même très loin du compte. Il y avait eu un certain nombre d'estimations qui avaient été faites par le ministère des Armées et qui disaient que si nous devions, on n'en est pas encore là quand même, mais si nous devions remplacer les États-Unis, rien que sur les forces conventionnelles, il faudrait passer à au moins 4% du PIB consacré à la défense. Si on devait, on est très loin, voilà, en tout cas pour la France et l'Allemagne. Si nous devions aussi remplacer les garanties nucléaires, là, il faudrait passer à 6 ou 7% du PIB. Les 7% qui étaient d'ailleurs ceux du général de Gaulle, il ne faut pas oublier. C'était pendant la guerre froide. Voilà. Et pendant la guerre froide. Et donc, vous voyez le gap. Mais si nous n'alertons pas, et je termine là-dessus, si nous n'alertons pas, c'est-à-dire c'est le rôle du président de la République française, mais également de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement en Europe et au Royaume-Uni, parce qu'il faut quand même mettre le Royaume-Uni, la Norvège, je crois, aujourd'hui, dans cet ensemble de la défense européenne. Eh bien, si nous n'alertons pas l'opinion publique, comment expliquer aux citoyens européens, et notamment français, qu'il va falloir faire des choix douloureux, des choix, évidemment, qui imposeront des sacrifices dans un contexte budgétaire que nous connaissons. Et là, il faut prendre aussi l'opinion à témoin. Si l'on dit, comme certains le déclarent encore, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, alors même que la Russie nous fait la guerre, eh bien, on ne s'en sortira pas parce que ça va endormir l'opinion publique. Souvenez-vous, sur LCI, le colonel Michel Goya disait, si on devait se retrouver confronté à une guerre de haute intensité, à une guerre comparable à celle qu'affronte l'Ukraine, on ne tiendrait pas 2 semaines. Il y a donc urgence. Aline Lebaille-Crémer. Oui, il y a une urgence absolue, parce qu'en effet, il y a un monstre qui grossit, et de surcroît, il a comme un hydre qui a plusieurs têtes maintenant, qui sont aux portes de l'Europe. Donc ça, les Ukrainiens le disent depuis extrêmement longtemps. D'ailleurs, en termes de défense européenne, de noter que qui défend l'Europe en ce moment, ce sont les soldats ukrainiens. Donc à l'arrière, en Europe, oui, il y a énormément de choses à repenser, mais il y a aussi des contraintes budgétaires, mais sur la qualité des uns et des autres pris individuellement, il y a des millions de choses à dire. Mais enfin, tous ensemble en Europe, il y a quand même quelque chose qui
est au-delà de chacun pris individuellement. Et il y a aussi la coopération européenne là-dedans. Il ne faut pas se dire non plus qu'en Europe, quand même, chaque pays est isolé dans son armée. Non, mais c'est ça, justement. Marc Semo n'est pas convaincu, il fait comme ça, Marc Semo. Je cite toutefois une historienne, quand même, de hautes études militaires de défense nationale, qui s'appelle Nicole Nessoto. Il dit que ce qui manque à l'Union européenne en termes de défense, c'est la volonté politique. Ce n'est pas la qualité des armées qui, ici, elles unissaient leurs forces dans l'optique d'une guerre de haute intensité où le plus économique, par ailleurs, serait l'aide à l'Ukraine. Ce serait d'accélérer l'aide à l'Ukraine. Ah bah ça, on va y revenir dans un instant. Oui, parce qu'après, on peut prendre les budgets des uns et des autres dans des marasmes économiques à mettre aux endroits. Le plus simple pour l'Europe, pour la défense de l'Europe, si vraiment c'est le sujet, c'est d'augmenter la part des budgets de défense à envoyer tout de suite à l'Ukraine, parce que pour l'instant, c'est elle qui défend. On poursuit ce débat avec vous, Vincent Crouzet, à l'aune de ce reportage sur l'armée française qui continue de s'entraîner et de se préparer à une guerre de tranchées, comme nous le montre ce document signé Esther Lefebvre et Thibaut Copleux. Attaquer l'ennemi par surprise et de toutes parts. C'est le seul moyen de le déloger de sa position en lisière de forêt. Pendant ces tirs fictifs du char Leclerc, d'autres militaires ouvrent une brèche dans les lignes de barbelés. L'assaut est imminent. Actuellement, j'ai reçu des renseignements drones, comme quoi, à environ 200 mètres dans notre direction, une tranchée. J'ai reçu pour mission de m'emparer de la position. En avant, assaut, 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 en avant. Depuis 3 jours, ces fantassins répètent cet assaut encore et encore. D'abord protégés par des blindés, puis le corps à corps dans les tranchées ennemies. Ok, grenade! On a l'impression que le groupe, vous savez, ils sont très rapprochés. En fait, il faut qu'ils soient vraiment espacés de manière à ne pas tous être blessés sur un jet de grenade ennemi. Allez, doucement les gars, doucement, doucement, doucement. Une tension épuisante pour les hommes en tête. Ok, tu prends sa place. Ok, replie-toi. Qu'il faut faire tourner pour garder le rythme. Nous sommes dans l'Aube, à quelques kilomètres des champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Ces militaires marchent dans les pas de leurs aînés. On l'a tous appris au cours d'histoire, et à l'heure d'aujourd'hui, si ça doit revenir, au moins on sera préparé. Avec la montée des tensions à l'est de l'Europe, ces tranchées d'exercice ont été bâties il y a 2 ans. Un savoir-faire que l'armée française n'a jamais oublié. Vincent Crouzet, des entraînements indispensables, vu ce qui nous attend peut-être? Oui, dans le reportage, on parle de savoir-faire, et là, je pousse un petit coup de gueule, parce qu'on dévalue et on sous-évalue, en fait, nos forces armées, là, depuis, tous ensemble, collectivement, depuis 30 minutes, et on a cette tendance masochiste, en général, en France, à dévaluer, en fait, nos forces armées, alors qu'en fait, il ne faut quand même pas oublier que le budget de la défense, ça équivaut au tiers du budget de la défense russe, d'un grand pays comme la Russie. Alors, on place pas, voilà, on ne peut pas les comparer. Voilà, on peut pas les comparer. On ne place pas le curseur au même endroit, mais néanmoins, on a des forces considérables. C'est la haute technologie concernant l'aérospatiale, qui est supérieure à ce que font les Russes. Nous sommes dotés de l'arme nucléaire, ce qui n'est pas le cas de nos voisins, donc c'est quand même un avantage incroyable. On a une expérience opérationnelle qui est considérable. Tout à l'heure, on nous plaçait derrière l'Italie, mais je ne sais pas exactement comment ce classement est fait. Mais si on doit mettre en place ce classement en comparant l'expérience militaire italienne à l'expérience militaire française à l'aune de ces 30 dernières années, nous serions très nettement devant. Donc, et puis surtout, l'armée française n'a jamais été dimensionnée pour intervenir seule face aux Russes. Elle est dimensionnée pour travailler en interopérabilité avec ses voisins européens ou au sein de l'OTAN. Donc, dire nous tiendrons 15 jours devant les Russes, évidemment, et évidemment, on peut tenir que 80 km de front, mais en fait, nous interviendrons avec nos voisins, auprès de nos voisins. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les missions Aigle et Lynx. Nous travaillons en interopérabilité avec des Britanniques, avec des Slovènes, donc voilà.